Bonsoir tout le monde, très heureux de vous retrouver. Vous nous avez manqué. Eleven Corner est de retour, nouvelle journée de championnat. On va la préfacer ensemble avec Thomas Châtel qui est avec nous en studio et avec deux invités. Fabrice Olinga de l'Excel Moucron sera avec nous pour parler de tout ce qui se passe du côté des Hurlus pour l'instant. Et puis Max Coffrier de Saint-Tron sera également des nôtres dans cet Eleven Corner. On ne perd pas plus de temps. C'est parti. Je vous le disais, il est un petit peu notre petit Papa Noël. Ce soir, c'est Thomas Châtel. Ça va Thomas? Salut Jérémy, vous ne voyez pas mon sourire, mais ça me fait bien rire. Mais écoutez, on est très heureux de vous avoir avec nous pour préfacer cette 19e journée de championnat. On va regarder justement toutes les rencontres qui nous attendent ce week-end sur Eleven Pro League. Ça commencera samedi. Il faudra digérer les fêtes et être là avec un double box-to-box. On verra si la rencontre entre le club de Bruges et Eupen se tiendra. Parce qu'il y a toujours des cas de Covid du côté eupénois, à confirmer donc. Il y aura également Standard Saint-Tron, Anderlecht Berscott. Pareil, on ne sait pas encore si cette rencontre pourra avoir lieu ou non. Il y aura Malines Moucron notamment et l'Antwerp contre le Sporting de Charleroi. Avant d'en venir justement à cette affiche, Thomas, petite action de Noël. Vous le savez peut-être, la Pro League a lancé les traditionnelles enchères sur les maillots et pour l'instant c'est celui de Jordan Lukaku qui rapporterait le plus d'argent avec une enchère à 600 €. Continuez évidemment toutes les infos sur le site de la Pro League. On en vient, Thomas, je le disais, à cette affiche entre l'Antwerp et le Sporting de Charleroi. Charleroi qui a retrouvé le sourire ces dernières semaines. Oui, c'est vrai, on ne s'attendait pas peut-être à ce qu'ils réagissent aussi vite. Et franchement, ils étaient un petit peu dos au mur. Mais ils ont fait preuve d'énormément de caractère. D'abord au Cercle de Bruges, où ils étaient dans de sales draps, où ils ont finalement bien réagi dans un match fou qui est parti dans tous les sens avec une victoire finalement 3-4. Et où on a senti vraiment qu'il y avait un collectif qui était de nouveau présent. Et puis, cette grosse prestation aussi dans l'organisation face à Anderlecht, c'est vrai qu'elle était très intéressante. Avec l'arrivée aussi de certains, le retour de certains qui fait présager certaines bonnes choses. Absolument. Bon, comment on peut expliquer, Thomas? Moi, j'avais cette question, un très bon début de championnat pour le Sporting de Charleroi qui, après, est vraiment venu dans un trou, même sur le terrain. Quand on regardait les joueurs, on avait l'impression qu'ils n'y étaient plus. Très bon début de championnat avec un 18 sur 18. Il y a eu un 5 sur 24 et maintenant un 9 sur 9. Comment on peut l'expliquer, ça? C'est vrai qu'on peut constater qu'il y a eu un avant et un après Poznan. Donc que ce soit au niveau mental et au niveau physique, les joueurs ont dû prendre un sacré coup. C'est vrai aussi qu'on peut constater que Karim Belhosseine n'a pas fait une énorme tournante en début de saison. Et qu'il y a eu sans doute une usure au niveau de certains qui jouaient depuis très longtemps, même avant, en fin de saison passée. Et donc il y a eu une espèce de chute de forme collective et individuelle. Et voilà, les joueurs qui portaient l'équipe n'étaient plus présents. Et là, je pense en premier lieu au milieu de terrain. Il a Imaritra Morioka, mais aussi à des garçons comme Kayembe. Parlait plus de Buzy puisque parti. Et donc ça fait un petit peu trop pour cette équipe. Plus de buteurs non plus. Un Golizadeh moins présent créativement. Donc c'était général. En face de Charleroi, il y aura l'Antwerp, justement, mais qui a aussi connu un bon début de championnat. Il y a eu la Coupe d'Europe, beaucoup de matchs, beaucoup d'efforts demandés par le dispositif d'Ivan Leko. Et puis, une période très difficile pour les Anversois. Est-ce que finalement, on peut rapprocher les deux clubs à ce niveau-là? Et est-ce qu'avec cette irrégularité que l'on constate pour l'instant, l'Antwerp et Charleroi peuvent être candidats au top 4? Ouais, du côté de l'Antwerp, c'est un petit peu plus surprenant, même si eux se sont qualifiés pour l'Europa League à la différence de Charleroi. Donc ils ont eu un calendrier un petit peu fou comme toutes les équipes qui jouent l'Europe. Mais par contre, quand on voit leur noyau à eux, c'est sans doute en termes de qualité et de quantité, après celui de Bruges peut-être, le plus impressionnant. Et donc là, ça m'a un petit peu étonné de voir quand même qu'à ce point-là, ils perdent des plumes, là où on les attendait vraiment à hauteur de Bruges. Ils ont déçu à ce niveau-là, il faut l'avouer. Autant en Europa League, ils ont fait le boulot puisqu'ils sont qualifiés. Autant en championnat belge, pour moi, ils sont un petit peu en dessous de ce qu'on peut attendre d'un noyau pareil. Bon, Refaelov aussi est blessé, on verra en tout cas à quel moment il va revenir, mais ce pourrait être vraiment une tuile pour cette équipe anversoise. On va en revenir au Sporting de Charleroi si vous le voulez bien, avec, vous parliez tout à l'heure des joueurs qui sont en train de revenir. Il y a Massimo Bruno pour l'instant, qui avait été longuement absent, plus de 9 mois, il avait dû évidemment être opéré avec ce souci au ligament croisé du genou. Il fait du bien, hein.
Il fait du bien dans ses montées, que ce soit au cercle avec son but contre Anderlecht où il a joué très proprement, perdu très peu de ballons. Ce but fait énormément de bien dans la mesure où dans ce match-là, c'est celui dont je parlais, ils avaient raté un penalty, c'est parti dans tous les sens et j'ai bien cru que ça allait être un match comme les matchs précédents où ils allaient mentalement finalement le perdre. Et ça peut être un match déclic honnêtement celui-là, surtout avec symboliquement un Massimo Bruno qui monte, un Nkuba qui s'était blessé en début de match. Voilà, ils ont surmonté un petit peu toutes les frustrations de ces derniers matchs. Oui, Nkuba blessé pour sa première titularisation, c'était contre le Cercle. C'est assez grave hein, pour Ken Nkuba, à qui l'on fait un gros bisou. Franchement, bon rétablissement à lui. Il a 18 ans, entorse du genou gauche. Il sera opéré début janvier des ligaments de ce genou-là et du ménisque. On ne risque pas de le revoir dans les prochains mois, malheureusement. En attendant, il y en a d'autres qui profitent aussi un petit peu de cela. Lui était bien. Il y a aussi Ben Chaïb, que l'on a vu récemment, l'ancien de Lokeren. Bah, c'est pas mal aussi ce qu'il montre. Oui, pour Nkuba, c'est d'autant plus dommage qu'il symbolisait enfin l'arrivée de certains jeunes du cru, ce qui manque encore dans ce club, dans cette équipe de Charleroi, pour, j'ai envie de dire, mettre la cerise sur le gâteau dans toute la progression qu'a eu ce club ces dernières années. Et je trouve qu'il symbolisait bien ça parce que ben voilà, il avait fait une énorme montée contre Saint-Tron et puis dans sa manière de communiquer aussi, il était très intéressant. Mais c'est vrai que Ben Chaïb, moi je l'ai beaucoup apprécié contre Anderlecht dans cette qualité qu'il avait de garder le ballon. Et puis avec Morioka et Gillet, ça a bien fonctionné aussi. Donc voilà, à revoir évidemment, mais ça donne, c'est vrai, encore d'autres possibilités à Belosine qui va devoir finalement jongler avec tout ça. Hein. Il n'y a rien à faire. Il va être forcé d'utiliser toutes les forces vives de son noyau. Antwerp Charleroi, ce sera dimanche, on va en parler, mais pour refermer cette page justement entre l'Antwerp et le Sporting de Charleroi, on se posait la question tout à l'heure, comment expliquer ces up and downs du côté Carolo. On va écouter Guillaume Gillet qui en fait nous dit que même quand ça n'allait pas, eh bien ça allait bien dans le groupe. Ça relance tout le monde évidemment. Bon, on est resté concentré malgré la petite passe négative, et ça je pense que c'est une des forces de ce groupe, c'est de ne jamais rien lâcher. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est top. On s'amuse beaucoup. Il y a une ambiance extraordinaire dans le groupe. Et voilà, je retrouve une seconde jeunesse ici. C'est tout Charleroi. On a l'impression qu'il retrouve une seconde jeunesse. Pour refermer cette page, Thomas, est-ce que le mental et le groupe de ce Charleroi-là est finalement sa qualité numéro 1 ? Oui, mais on a vu que c'était sans doute encore fragile et que voilà, il fallait être prudent. Mais c'est vrai que la façon dont ils ont réagi, ça peut faire présager de très bonnes choses. Moi, j'avais dit avant leur crise, quand tout était bien et que certains parlaient de Charleroi candidat au titre, j'avais dit il ne faut pas exagérer non plus. Peut-être candidat au titre de la phase classique, mais n'allons pas trop vite. Autant pendant la crise, j'avais dit voilà, c'est pas non plus la catastrophe. Ils sont encore dans les 4-5 premiers et ils sont à leur place là. Donc voilà, il va falloir garder ce cap-là, retrouver assez vite un buteur, parce que ça, ils vont en avoir besoin. Ça ne va pas toujours être des victoires comme celle contre Anderlecht à l'arraché. Il va falloir qu'ils puissent profiter de leur temps fort dans les matchs. Et pour ça, il faut un buteur comme ils ont eu Rezaï pendant tout un temps. Est-ce que ce sera Nicholson? Est-ce que Rezaï va revenir? Est-ce que ce sera Teodorčić qui va prendre ce rôle-là? Ce sera la question, mais un des trois devra le faire si Charleroi veut être dans le top 4. Il y a des cartouches, en tout cas pour Karim Belhosseine. Ce sera donc contre l'Antwerp ce week-end pour terminer cette année. Et si on parlait d'un autre club ennuyé, tiens, les Moucronois à présent, avec un invité. Et oui, le club Moucronois qui ira à Malines, ce sera dimanche à 20h45. Je vous le disais, on a un invité, Thomas, dans cette Eleven Corner. Il nous fait le plaisir d'être là. C'est Fabrice Olinga. Salut Fabrice. Salut à vous. Tout va bien? Tout va bien, merci. J'espère que vous aussi. Mais nous, tout va bien. Au pied du sapin, je vois que vous avez un sapin aussi à la maison. Voilà, on a décoré pour les circonstances. On a trouvé le temps. Non, c'est plus pour mes enfants, donc il fallait le faire. Hein. Bon, les enfants qui se sont dit « Aïe, 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 le début de saison pour papa, c'est un petit peu compliqué. » Fabrice, ça va mieux pour l'instant avec Moucron. Vous restez sur 3 matchs sans défaite. Et puis sur cette victoire du côté du Standard. Non, c'est vrai que les débuts ont été difficiles. Mais bon, aujourd'hui, on pense à l'avenir et au travail qu'on fait tous les jours. C'est le plus important. On voit que l'équipe tourne bien. Donc, pour nous, on se focalise maintenant sur les jours à venir.
Qu'est-ce qui a changé justement depuis l'arrivée de Sima? On a vu que voilà, depuis qu'il est là, c'est un entraîneur qui est assez expressif. On a l'impression aussi qu'il vous a redonné confiance. Vous en aviez vraiment besoin? Ouais, c'était important parce qu'en début de saison, ça se voyait qu'il y avait un groupe et c'est le même. Il y a eu Nuno qui est arrivé, mais avant lui, il y avait des jeunes qui aujourd'hui jouent encore, mais qui n'avaient pas, pour moi, cette expérience qu'à ce moment, ils ont parce que le coach, il a vraiment donné la place à tout le monde. Il a dit à tout le monde ce qu'il fallait faire. Et ça se voit qu'aujourd'hui, Moukran, c'est une autre équipe. Bon, les amis Thomas, Fabrice Olinga, ça rime avec quoi? Ça rime avec but jeune. Ouais, et ça rime avec Liga, Fabrice Olinga. Fabrice, je suppose qu'on vous en parle beaucoup pour peut-être celles et ceux qui apprennent aussi et qui vous découvrent. Vous êtes encore aujourd'hui, avec ce but que l'on découvre, le plus jeune, écoutez bien, le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga. C'est quand même assez incroyable ça. Vous avez marqué encore plus tôt qu'Ansu Fati, dont on parle beaucoup. Ouais, je pense que j'ai eu la chance qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a moins de jeunes qui ont la chance de facilement éclore parce que c'était pas évident à cette époque-là à Malaga. J'ai eu la chance qu'il n'y avait pas des joueurs à un moment donné, mais moi, ça m'a permis d'intégrer le groupe pro et avec mes qualités, j'ai été là au bon moment. Bon, à 16 ans, 3 mois et 6 jours, très exactement pour Fabrice. Vous avez joué avec Isco, notamment du côté de Malaga. Moi, j'ai envie de vous entendre. Comment on parvient à être le plus jeune buteur du championnat espagnol et jouer à Malaga et finalement jouer pour la 6e saison consécutive à Moukran? Est-ce que c'était un parcours que vous aviez imaginé et rêvé, celui-là? Bon, aujourd'hui, je ne le rêvais pas, mais aujourd'hui, je l'assume parce qu'au final, on grandit et il faut avoir de la maturité. Il y a des choix à faire. J'ai fait le choix de venir à Moukron, les choses ne se passaient pas comme je voulais. Et voilà, pour moi, c'est pas un échec. C'était un apprentissage parce que j'ai commencé très tôt. Donc aujourd'hui, j'ai cette maturité-là qu'avant, je n'avais pas et je vois ça comme un bien dans ma carrière. Vous venez de l'académie Samuel Eto'o, notamment, que vous connaissez bien d'ailleurs, Fabrice Samuel Eto'o. De l'académie Samuel Eto'o, exactement. Bon, Thomas a aussi envie d'interagir là-dessus. Il vous découvre aussi un petit peu. Hein. Ouais, salut Fabrice. Je voulais te poser la question parce qu'évidemment, on n'est pas dans l'intimité du vestiaire à Moukron, mais on dit souvent qu'il faut un état d'esprit et un leadership dans un vestiaire pour qu'un club, pour qu'une équipe fonctionne. Est-ce que cet état d'esprit, ce leadership, tu le ressens réellement à Moukron dans une équipe avec tellement de nationalités différentes, tellement de joueurs qui viennent de clubs différents? Je pense qu'aujourd'hui, le premier leader de l'équipe, c'est le coach. Il a imposé ses choix, il a imposé sa manière de vouloir faire les choses et même les plus jeunes ont compris. Et le message est tellement vite passé qu'aujourd'hui, on a un joueur comme Magouzoul qui prend ses responsabilités qu'il faut prendre. Aujourd'hui, tout le monde est responsable. Et avant, je pense que c'était une question de responsabilité. Il n'y avait pas. Une question aussi de clarté. Il a mis chacun devant ses responsabilités et en définissant clairement le rôle de chacun. Ouais, je pense que c'est ça, parce que s'il faut parler de chaque joueur, aujourd'hui, chaque joueur sait ce qu'il doit faire quand il rentre sur le terrain. Avant, ils rentraient, ils savaient qu'ils allaient jouer, mais ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Fabrice, un petit mot sur celui qui est venu égayer un petit peu le quotidien des Moukronois. On vous sent, vous, beaucoup plus à l'aise aussi dans cet effectif-là, en confiance. Mais un petit mot sur Dacosta. Il semble quand même exceptionnel, celui-là, non? Très exceptionnel, sincèrement. Déjà, quand il est arrivé, le premier match, on voyait déjà qu'il avait beaucoup de qualité. Mais comme c'était le premier match, on n'a pas eu la peine, le temps de vraiment se connaître. Aujourd'hui, le temps, c'est exceptionnel de voir comment il évolue sur le terrain. Comment ça se passe justement avec lui dans la communication? Votre seul assist cette saison, c'était justement pour lui, hein, si je ne m'abuse. Oui, exactement. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de joyeux. Et avec son expérience, vous n'avez pas l'impression que c'est quelqu'un d'aussi âgé parce qu'il est là tout le temps avec tout le monde, avec tous les jeunes. Et c'est important pour nous et pour lui. Il a donné cette joie qu'à un moment donné, on manquait parce que tu ne peux pas aller jouer quand tu es crispé, tu ne peux pas jouer si tu es triste. Aujourd'hui, il y a une joie avant les matchs, avant les entraînements qui règne dans le vestiaire, quoi. Et puis, vous ne jouez plus fort défensif. C'était aussi ce qu'on vous reprochait finalement avec l'entraîneur précédent, Fabrice. C'est vrai ça? Vous étiez trop défensif et là aussi, vous aviez du mal à vous retrouver dans ce système-là?
Moi, je trouve que nous sommes toujours défensifs. Mais aujourd'hui, on sait défendre et on sait attaquer tous ensemble. C'est ça la différence. Ouais, perspicace aussi, hein, Fabrice Olinga, que l'on découvre peut-être sur Eleven et que l'on apprécie aussi, mon cher Thomas. J'ai envie de vous entendre, à la fois Thomas et Fabrice, sur l'actualité de la semaine. C'est tombé hier en conseil d'administration. Gérard Lopez ne sera plus du côté de Lille, on l'a dit. Il y avait une petite incertitude autour de Moucron. Il a confirmé hier qu'il allait continuer à être l'actionnaire majoritaire. C'est une bonne chose, Thomas. C'est une très bonne chose parce que Moucron va un petit peu mieux sportivement et c'était primordial qu'aussi les choses soient stables autour du club par rapport à ça. Et évidemment, l'objectif principal, ce sera de se sauver. Et Dieu sait si ce sera difficile parce qu'il y a un rebond, mais rien n'est gagné. Ça se bataille ferme dans ce bas de classement et aucun cadeau ne sera fait ni à Moucron ni à d'autres équipes. Donc chaque point vaudra son pesant d'or et dans ces conditions-là, les détails peuvent faire la différence et Dieu sait si c'est un détail de savoir que le club est stable. Fabrice, on a beaucoup parlé de ça. Ça fait 6 saisons que vous êtes à Moucron. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des problèmes en coulisses, etc. Ce rachat-là avec Gérard Lopez finalement qui part, on en parle en coulisses. Ça aussi, ça vient déranger un groupe notamment et ça joue sur les résultats sportifs ou pas? Pour moi, je pense que Moucron a besoin de stabilité. Peu importe, peu importe comment, mais ils ont besoin de stabilité. Moucron doit penser aux sportifs. Mais aujourd'hui, j'espère qu'avec la chance, dans l'avenir, Moucron aura cette stabilité qu'il lui faut parce que Moucron, c'est un club qui va toujours donner à la Pro League parce qu'au final, Moucron se bat toujours pour le maintien, mais à la fin de la saison, parvient à se sauver. Et c'est un club de paix, c'est un club joyeux et moi, je souhaite que le bonheur à ce club. Après, j'espère que Gérard Lopez il pourra rester beaucoup d'années et aider le club. Bon, on va regarder le classement justement. Vous parliez de jouer pour son maintien. C'est extrêmement chaud du côté de ce classement-là. Vous êtes convaincu quand on voit le classement des 6 derniers là. Moucron, sans problème, restera en D1 la saison prochaine? Moucron restera en D1, sans problème. Bon, ben voilà, au moins le message est clair. On verra aussi ce qui se passera pendant le mercato hivernal, puisque Luis Campos, qui avait ramené notamment Simao, si je ne m'abuse, et des joueurs aussi comme Xadas, comme Dacosta, va s'en aller aussi. On verra qui va arriver. Et si Gérard Lopez a dit « Moi, je reste investi dans le club », il va devoir le prouver aussi, à mon avis, lors de ce mercato, Thomas, non? Oui, on a vu que du bon boulot avait été fait par rapport au recrutement de certains joueurs. Il faudra continuer le boulot et sur le long terme, il faudra stabiliser ce club autrement que chaque saison se sauver par entre guillemets, des tours de passe-passe, des tours de magie en transférant des joueurs comme Dacosta. Il faudra retrouver une identité. C'est pas possible que ce club continue à vivre de cette façon-là. Il faudra retrouver des joueurs du cru avec le Futurosport comme base. Et ça fait quand même des années qu'on le dit. Et je pense que s'il y a un investisseur qui veut rester sur le long terme là et s'intégrer à Moucron, il devra le faire comme ça. Fabrice Olinga, pour refermer cette page, on rappelle que vous êtes international camerounais également, et il paraît qu'on vous charrie beaucoup avec le fait que vous ne marquez pas énormément. Ça vous travaille, ça? Non, ça ne me travaille pas parce que c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que aujourd'hui, j'essaye de faire les choses bien. Avant, je n'avais pas des possibilités parce que on défendait trop, j'étais trop bas. Je suis arrivé en Belgique, je retrouvais un jeu plus attractif en Espagne parce que voilà, les attaquants, ils rentrent, ils ne défendent pas. Je suis arrivé en Belgique où il fallait défendre, je me suis adapté. Après, la saison passée, j'ai marqué 4 buts. Cette saison, je n'ai pas encore marqué. Je ne mets pas de pression parce que je trouve qu'on avait besoin de retrouver une équipe. Et s'il fallait que je me sacrifie pour l'équipe, j'allais le faire. Et à la fin de la journée, je pense que les buts vont arriver. Je n'ai pas de doute sur ça. Bon, Fabrice, avant de se quitter, le match de dimanche, victoire, partage ou défaite du côté de Malines? On va chercher la victoire, nous. Allez, c'est magnifique. Je serai là en plus ce soir-là, on verra. On se donne rendez-vous dimanche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Fabrice. Merci. Et belle fin de saison avec l'Excel Moucron. On croise évidemment les doigts pour les Hurlus. C'est vrai que quand ils prennent du plaisir sur le terrain, ça se voit tout de suite. Et ils en procurent aussi, Thomas. On va parler de... Bon, ce sera contre Malines. On le disait, Malines qui a gagné après une série un petit peu plus compliquée. Et puis, on va faire le point aussi sur les infos Covid, si vous le voulez bien. Parce que Malines, qui est allé jouer au club de Bruges il y a quelques semaines, y est allé sans staff. Il y a même de Camargo qui a dû endosser ce costume de coach. On le disait, Thomas aussi, on ne sait pas encore ce qu'il en adviendra de ce club de Bruges Eupen. Il y a toujours des cas de Covid
Covid là-bas. Eupen voudrait tout faire pour jouer. Ça fait 2 semaines qu'il ne joue pas. Le calendrier va être surchargé si ça continue comme ça. Et puis, quid d'Anderlecht Beerschot? Il y avait 14 joueurs et membres du staff du Beerschot en quarantaine. Ils vont être à nouveau retestés jeudi matin. Bon, quand va-t-on être tranquille avec tout ça? Disons que la Pro League est un petit peu enfermée par son règlement qu'il a mis au point par rapport au Covid en disant qu'il y avait un certain nombre de joueurs, je pense 7 en l'occurrence, qui devaient être dépassés pour pouvoir annuler un match. L'UEFA, par exemple, pour la Ligue des Champions, avait mis des règles bien plus strictes, c'est-à-dire que voilà, il fallait beaucoup pour qu'un match soit annulé. Et je pense qu'à un moment, il faudra peut-être en arriver là, parce que sinon, on va devoir rapporter trop de matchs et le calendrier va se boucher de plus en plus. Et on sait qu'on a une deadline qui est assez tôt, puisque c'est une saison à Euro, donc on ne peut pas la terminer trop tard. Donc voilà, je pense qu'il va falloir de fait, de plus en plus, pousser les clubs à jouer à tout prix. Bon, on va parler du Standard dans quelques instants avec notre invité aussi, Max Coffrier. Avant ça, on a encore 2-3 petites infos à vous donner au niveau du mercato, parce que ça bouge. On en parlait avec Fabrice Olinga. Bas Dost pourrait être le futur attaquant du club de Bruges, le néerlandais qui évolue du côté de Francfort. Rapidement, Thomas, bon choix ou pas? Disons que c'est un choix où on prend très peu de risques. C'est un nom qu'ils amènent là. On sort les gros moyens, 1 an et demi. On parle d'1 an et demi pour un joueur qui est passé par le Portugal, l'Allemagne, qui a une grosse expérience, 31 ans je pense. Ils peuvent plus se tromper. J'ai l'impression que c'est un petit peu un coup à la Mignolet du côté des gardiens quand ils ont voulu mettre fin à cette crise des gardiens là-bas. Là, on essaye de réduire au maximum la marge d'erreur, même si on a toujours une blessure, autre chose. Mais là, on a comme un joueur qui, normalement, devrait s'adapter assez vite et qui a déjà tout prouvé, au contraire d'un Kermenchik, d'un Badji ou autre. On a les moyens Bruges et là, on fait un gros coup. On verra ce que ça donnera évidemment, affaire à suivre donc pour Bas Dost. Et puis encore une petite info à Anderlecht, on se cherche visiblement un 3e gardien puisque Van Krombrugge sera opéré, 3 mois d'indisponibilité. Et on rappelle qu'il y a pour l'instant le jeune Bart Verbrugge, 18 ans sur le banc, mais il faut un gardien d'expérience. Et puis Luc Nilis, qui à un moment donné allait signer peut-être du côté d'Anderlecht, a été rejoindre Vital Borkelmans en Jordanie. Bon, beaucoup de choses et notamment Joachim Melle qui va rejoindre l'Atalanta. Ça c'est quand même un gros coup, on parle d'un montant avoisinant les 11 millions d'euros, 15 avec bonus, et ce serait le 3e Limbourgeois qui irait là-bas. Il y a eu Castagne, il y a eu Malinowski, et il y aurait donc Joachim Melle. Ils ont toujours les bons filons, ces joueurs de Genk. Allez, on parle de Standard Saint-Tron. Je vous le disais, Standard Saint-Tron, ce sera aussi un match très très important. Saint-Tron en bas de tableau, le Standard, écoutez, qui s'en rapproche, à force de ne pas gagner, ça commence à être compliqué. Peut-on parler de crise à Sclessin? On en parlera avec Thomas Châtel d'ici quelques instants, mais honneur aux invités. C'est aussi ce qu'on veut dans Eleven Corner avec Max Coffrier qui est là. Salut Max. Salut. Bon, c'est un petit peu le héros du week-end dernier, Max Coffrier. Il va falloir qu'on revienne sur cette prestation, Maximiliano, avec Saint-Tron. Vous êtes défenseur central, vous êtes passé arrière droit, et puis vous avez fini là, sur le plan offensif, avec un but et un assist. Quel match! Ouais, c'est sûr, on a eu un match assez compliqué dans le début. Mais bon, après, voilà, on a su très vite se reprendre en main et on a eu la chance de mettre ce goal qui nous a un peu délivré après la mi-temps. Et de là, on a été totalement en confiance et on a pu mettre le 2e en fin de match. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces images? On vous voit là près du panneau publicitaire. On a bien cru à un moment donné que vous n'alliez pas pouvoir continuer. Si, en fait, j'étais en pleine course et le terrain était très mauvais. Je pense que le tacle du défenseur de Zult, il fait un tacle glissé, continue. Et moi, dans mon élan, je n'arrive pas à m'arrêter et je chope dans lui. Je me prends dans les panneaux publicitaires, mais rien de grave. Et ce but-là, mais vous êtes attaquant en fait. Non, je reste un défenseur. Vous êtes sûr? Moi, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé dans le vestiaire, Thomas aussi. Vous êtes rentré, on vous a charrié, vous avez discuté avec le coach. Vous n'allez plus jouer défenseur, Max, c'est pas possible. Ça, je sais pas. Ça, c'est le coach et le staff qui décidera de tout ça. Mais voilà, on verra l'entraînement, qu'est-ce qui se passera et où je jouerai. Peu importe où je jouerai, j'essaierai de donner le meilleur. Mais vous avez un passé, en fait, à un poste peut-être autre que celui de défenseur. On sait que vous êtes passé par les jeunes du Standard, d'Anderlecht, de Mons. Vous avez un point commun avec Thomas Châtel, qui est passé par Mons également, et par Pâturage également, pour ceux qui se reconnaissent là-bas. Vous avez toujours été défenseur ou comment ça s'est passé?
Non, en Anderlecht, on jouait plutôt dans un système à 3 derrière. Du coup, je jouais plus comme un 6. Mais mis à part ça, j'ai jamais joué beaucoup plus haut, quoi. Est-ce que tu as pris du plaisir à cette position? C'est quelque chose vraiment qui t'a plu avec plus de responsabilités offensives? Oui, j'ai pris énormément de plaisir. Surtout qu'il y avait beaucoup d'espace dans le dos du défenseur gauche. Du coup, je pouvais prendre l'espace et me retrouver régulièrement devant le goal. Je pense que ça fait toujours plaisir en tant que défenseur de se retrouver devant le goal. Du coup, cette semaine, tu as travaillé à cette position-là ou le coach t'a remis dans une position plus défensive? Non, du tout. On a eu notre premier entraînement aujourd'hui et j'ai été un peu plus sur le côté droit. Donc, on verra pour samedi. Mais au niveau de la tactique, ça va plus se jouer demain ou vendredi. Mais donc il y a un changement de position, Max, qui est en tout cas évoqué. C'est possible. Oui, je pense. C'est probable. On verra bien, mais j'en sais pas plus. Bon, et ça tombe, il va aller nous marquer un but à Sclessin, attention. Hein. Ouais, tu sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été changés de position comme ça en cours de carrière et qui ont eu des très beaux parcours par après. Tu y penses à ça, des parcours, je ne dis pas à la Meunier ou autre, mais quand même que ça peut être un tournant dans ta carrière? Moi, c'est une position que j'aime beaucoup quand on joue à 3 derrière, d'être beaucoup plus offensif. Et j'en suis conscient que ça pourrait jouer un tournant dans ma carrière. Donc, on verra dans les matchs à venir. Ouais, et notamment celui contre le Standard, on va y venir. Vous êtes passé par les jeunes du Standard, Massimiliano, on le disait. Bon, le Standard est un petit peu en crise pour l'instant. 4 sur 21, 3 défaites d'affilée. Moi, j'ai une question qui est toute simple. Est-ce que quand on est joueur de Saint-Tron, qu'on s'apprête à aller à Sclessin, on s'est dit « Yes, c'est le bon moment d'aller jouer le Standard ». Oui, bien sûr, on connaît la crise du Standard. On est dans un moment d'un peu plus de confiance. Du coup, je pense qu'on doit profiter de ces moments-là pour aller prendre des points là-bas. Maximiliano, je voudrais savoir en tant que joueur, comment on vit mentalement quand on vient de Waasland-Beveren avec des difficultés qu'on connaît par rapport au maintien et qu'on arrive à Saint-Tron et qu'on se retrouve dans les mêmes difficultés. T'as fait comment pour mentalement tenir le cap? Oui, c'est difficile parce qu'en signant à Saint-Tron, c'est pas à quoi je pensais. Mais voilà, maintenant, faut être prêt à vivre toutes ces difficultés dans une carrière de footballeur. Du coup, voilà, je prends match après match et je continue en essayant de prendre le plus de points possible et sortir de cette zone rouge. Vous disiez, c'est pas le club spécialement auquel je pensais. Est-ce qu'à cet âge-ci, après avoir été à Waasland-Beveren, vous imaginez peut-être rejoindre quoi? C'est l'étranger, il y a eu des offres, ça ne s'est pas fait. Expliquez-nous un petit peu. Oui, il y a eu beaucoup de contacts, etc. Après, il y a eu des moments un peu plus concrets que d'autres. Et voilà, j'ai opté pour Saint-Tron pour certaines choses et d'autres. Et puis, j'ai ressenti aussi beaucoup de confiance du club, que ce soit des joueurs, du staff ou de la direction. Du coup, je pense qu'en tant que joueur, c'est très, très important de ressentir cette confiance. Est-ce que dans vos critères de sélection d'un club, il faut absolument que ce club-là joue en jaune et bleu ou ça n'a rien à voir? Non, non, pas du tout, c'est le pur hasard. Allez, super. Bon, un petit mot encore sur cette rencontre face au Standard. Moi, j'ai envie de vous entendre. Vous avez changé de coach il n'y a pas très longtemps avec l'arrivée de Peter Maas. Qu'est-ce qui change le plus par rapport à Musquet avant? C'est un coach avec beaucoup plus de hargne. Mais voilà, ça reste tous les deux des très beaux coachs avec des philosophies un peu différentes et on doit s'adapter un petit peu à tout ça. Donc voilà, maintenant, on a eu aussi un match avec Peter Maas plus compliqué. Ici, on a réussi à prendre les 3 points à Zulte. Du coup, je pense qu'on doit continuer sur cette lancée. Bon, une toute dernière chose avant de vous laisser. Merci de nous avoir accordé un petit peu de temps, hein, juste après l'entraînement. Vous n'avez quasiment jamais marqué dans votre carrière, je dis bien quasiment. Vous avez marqué le week-end dernier. Vous en avez rêvé et vous vous imaginez encore dans les autres matchs aller en mettre des petits buts là? Rêver, je pense que c'est un grand mot, mais voilà, c'est sûr que j'en garde des bons souvenirs. Et bien sûr, si je reste sur ce flanc, j'aurai beaucoup de possibilités, je pense, d'aller donner des assists ou pourquoi pas marquer des goals. Donc, bien sûr que j'y pense. Est-ce que Maximiliano, tu avais déjà joué sur un aussi mauvais terrain en Belgique? On parle de celui de Zulte Waregem. Oui.
Je me rappelle de ce genre de terrain aussi à Beveren, au moment de Clément. C'était aussi un terrain où, au début du match, il était pas mauvais, mais un terrain qui s'arrachait au moindre mouvement un peu plus brusque. Donc, ouais, c'est le terrain qui me rappelle Beveren, Et du coup, avant de changer. le synthétique, tu prends ça comme un avantage maintenant de vivre sur un terrain synthétique quand vous jouez à domicile? Euh, ouais, je pense que ça fait aussi de nous une de nos forces parce que on connaît le terrain mieux que les autres équipes. Et donc, oui, je pense que ça nous avantage un petit peu quand même. Bon, un dernier petit mot, mais vraiment tout dernier. C'est les bonus d'Eleven Corner. On vous en a beaucoup parlé de cette phase du penalty ou non contre Zulte Waregem. Vous voyez où je veux en venir. Il y a le département de l'arbitrage qui a dit fallait siffler penalty normalement, ce que n'a pas fait l'arbitre. Est-ce que vous changez votre version des faits? On rappelle que vous aviez dit non, il n'y a pas faute. Non, mais après, j'ai aussi parlé avec Bruno qui lui était d'accord avec le fait qu'il n'y ait pas penalty. Parce que lui-même, il dit que ouais, il veut essayer un crochet et qu'il chope dans le ballon et qu'il glisse en même temps. Donc, pour moi, il n'y a pas penalty. Allez, merci beaucoup en tout cas pour la franchise, pour toutes les explications et puis d'être venu dans Eleven Corner ce soir. Merci beaucoup Max. Avec plaisir. Allez, bon match ce week-end. On vous suivra bien sûr sur Eleven. Nous, on va continuer, Thomas, de parler de cette rencontre justement et du Standard plus précisément avec, on le disait, la crise du côté du Standard. Sans parler du fait que Saint-Tron, c'est la bête noire. Hein. Les Standardmen n'ont plus gagné depuis 4 matchs contre Saint-Tron. Montagnier, c'est un sondage qu'on vous a posé sur les réseaux sociaux. Est-il ou non l'homme de la situation au Standard? Voici votre réponse. Et oui, 70% de non, Montagnier n'est pas l'homme de la situation. À l'image de cette banderole, Montagnier, dommage que les résultats ne sont pas à la hauteur de ton ego surdimensionné. Il faut rappeler le contexte. Certains supporters sont allés à l'entraînement pour vouloir tout simplement discuter avec Philippe Montagnier. Apparemment, on dit bien apparemment, on n'y était pas, ça ne s'est pas bien passé. Ils ont été mis un petit peu sur le côté. Bon, voilà, Montagnier, Thomas, l'homme de la situation ou pas? C'est clair que vous posez n'importe quel supporter dans une passe comme celle-là, dans n'importe quel club, il vous dira non, que ce n'est pas l'homme de la situation. Donc évidemment, l'entraîneur est là pour assumer ce genre de résultats. Je pense que pour l'instant, c'est très compliqué à tous les niveaux au Standard, que ce soit au niveau collectif, tactique, individuel. Il y a peu de positifs à ressortir. Quand il y a quelques semaines, on pouvait ressortir des choses très intéressantes individuellement. Je pense à certains jeunes, je pense à Dussen qui avait amené quelque chose, à Bocadi dans son replacement. Évidemment à Baudard, c'est peut-être encore le seul point positif pour l'instant. À Raskin, aussi au système A3 qu'il avait amené. Donc voilà, je trouve qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire dans sa communication envers les médias. Je trouve aussi qu'il était assez intéressant. Mais un entraîneur est jugé sur ses résultats et pour l'instant, c'est clair que c'est pas bon. Et si en plus, il s'ajoute à ça apparemment une incompréhension entre lui et les supporters, ça devient de plus en plus compliqué. Et pour ça, il n'y a qu'un remède, c'est de gagner. Je pense qu'il est le premier à le savoir. On va voir dans un instant avec vous, Thomas, les pour et les contre de faut-il garder Montagnier ou pas. Mais j'ai une question. Quand on joue au Standard, peut-être plus qu'ailleurs, même s'il y a des points positifs et on en parlera, est-ce que quand on a le facteur supporter dans le collimateur, est-ce que c'est tenable pour un entraîneur? On connaît la pression qu'ils peuvent mettre. Oui, elle aurait sans doute encore été plus grande si le public avait été au stade. Est-ce que ça aurait eu un effet positif et déclencheur chez les joueurs, peut-être, de révolte, ou ça aurait été l'inverse, hein? Mais c'est sûr que, plus peut-être encore que dans d'autres clubs, les supporters ont une grosse influence et on sent de plus en plus la pression. Mais encore une fois, là, je pense qu'il y a beaucoup de monde alors qui doit se remettre en question au niveau du club, au niveau de l'apport aussi des nouveaux joueurs, hein, des joueurs transférés, où pour l'instant, on ne voit pas suffisamment l'apport des transferts par rapport à la saison passée. Et donc, c'est évidemment compliqué pour un club qui se doit d'être dans le top 4, surtout avec les problèmes financiers dont on parle. Le bilan de Montagnier, c'est 27 matchs avec le Standard, 10 victoires, 8 partages,
9 défaites, 1,40 points par match, insuffisant évidemment quand vous êtes entraîneur du Standard. On va le voir avec les pour, avec les cons de garder ou pas Philippe Montagnier. Et puis avec, on a presque envie de dire, les pas de bol, la catégorie pas de bol, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser quand vous êtes entraîneur. Et là-dedans, Thomas, on a envie de mettre les couacs au niveau des blessures. Oui. Mais là aussi, comme dans tout club, et souvent quand ça va un peu moins bien, cette fameuse catégorie pas de bol dont vous parlez, elle s'allonge. Mais c'est sûr que les blessures, le Covid est passé par là aussi. Et donc, pour moi, celui qui représente le plus ça, c'est Bastien, qui était sans doute le fer de lance la saison passée de cette équipe et qu'on ne parvient pas à retrouver. Alors là aussi, il y a un mélange de, pas de chance, mais un mélange aussi de responsabilité du coach qui doit mettre dans les meilleures dispositions un joueur. Et j'ai l'impression que Bastien n'est plus dans ces dispositions-là, c'est-à-dire un joueur qui doit se retrouver dans le rectangle beaucoup plus qu'on ne le voit pour l'instant. Donc je trouve que c'est un bon exemple de la situation du Standard pour l'instant. Van Esden qui est aussi qui est out, ou Larrey qui se blesse, on a presque envie de dire un match sur deux, c'est malheureux aussi, mais ça fait partie de tout ça aussi dans la catégorie pas de bol. Dans les pour, en gros, est-ce que Philippe Montagnier pourrait encore être l'homme de la situation? Dans les pour, on a envie de mettre quoi, Thomas? Si je vous dis la jeunesse, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, parce que je l'ai déjà cité. Certains ne sont pas d'accord parce qu'ils trouvent que c'est pas assez. Moi, je trouve que par rapport à ce qui s'est fait justement dans le passé, c'est assez important comme apport. Parce que quand on parle aujourd'hui de Balikwisha, Raskin ou Tapsoba, c'est vrai que ce sont des noms, on se dit, ils valent quelque chose et on sait ce qu'ils valent. Oui. Et puis, ça vaut ce que ça vaut parce que ça a été des one-shots pour l'instant, mais des garçons comme Sique ou Pavlovic ont fait aussi leur apparition et s'entraînent avec le noyau A. Et donc ont déjà passé ce palier-là et ce palier est compliqué à franchir. Donc moi je trouve que oui, à ce niveau-là, il a fait son job, le coach, et il a pris ses responsabilités dans des conditions parfois compliquées en Europa League où il n'a pas hésité à lancer tel ou tel autre joueur. Après, il faut que c'est une suite, mais je trouve que sur cet aspect-là, on n'a pas grand-chose à lui reprocher et au contraire, je trouve qu'il a montré plus que ses prédécesseurs. Oui, et on voit aussi sur ces images, même si le but est annulé, que le groupe est derrière lui. C'est en tout cas le sentiment qu'on a en voyant ça. Et puis certains diront, oui, en plus, il n'a pas choisi son effectif. Quand Montagnier est arrivé, le groupe était fait. Il y a Jans qui est arrivé récemment, il y a Sylvestre et il y a Mouleka. À part ça, pour le reste, voilà ce qu'on pourrait dire pour est-ce que Montagnier est l'homme de la situation. Thomas, merci pour ces éclaircissements. Alors, si on passe sur les contres, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans il n'est pas l'homme de la situation? Bon, il y a la gestion des supporters finalement. Est-ce que finalement il n'y a pas l'aspect le plus dingue et pour lequel on n'a toujours pas de réponse? C'est la gestion de cet homme. Quid de Mehdi Carcella? Ouais. C'est sans doute le plus gros point d'interrogation par rapport à Mehdi Carcella. En même temps, j'en ai parlé aussi. Le Carcella qui montre un petit peu moins offensivement, c'est pas depuis l'arrivée de Montagnier sous Michel Prudhomme, c'était pas comme sous Sapinto déjà. Donc voilà, je pense pas qu'il puisse endosser toute la responsabilité de la moins bonne passe que Carcella, mais c'est vrai que voilà, il a donné très peu de temps de jeu et donc très peu d'occasions à Mehdi Carcella de s'exprimer. Alors on a parlé au début de cette fameuse étape Covid par lequel Carcella est passé et que lui-même disait qu'il n'était plus lui-même, qu'il ne se sentait pas bien mentalement, etc. Ça a duré quand même un temps avant qu'il se dise lui-même prêt à 100%. Donc c'est déjà toute une période, entre guillemets, perdue. Mais après, c'est vrai qu'il y a des mystères, ou des moments de match, ou des matchs où je pensais qu'il allait être utilisé, où il n'a pas été utilisé. Et donc, évidemment, on en revient toujours à la même chose. Le rythme n'est jamais arrivé pour ce joueur. Et bon, on l'a vu contre Moucron ce week-end. On a vu un Carcella plein de bonne volonté, mais on n'a pas vu le Carcella qui faisait la différence à lui tout seul, comme il a pu le faire à un moment. Est-ce qu'il a encore ça dans les jambes? Est-ce qu'il est encore capable de le faire? Je pense qu'on ne lui a pas laissé pour l'instant assez de temps pour nous donner cette réponse-là. Mais ce qu'on entend aussi souvent de la part des supporters, et vous pouvez nous le dire aussi sur les réseaux sociaux, c'est la continuité dans le 11 qui est aligné. Il est très rare d'avoir une composition d'équipe qui ressemble à celle du match précédent. Est-ce que ça aussi, c'est pas un souci? Oui, mais moi j'ai envie de dire, il faudrait regarder un petit peu dans tous les noyaux, les nombreux changements. Mais je pense que de fait, au Standard, il y a eu beaucoup plus de changements, aussi dû au nombre de matchs. Il faut être 30 plus ou moins pour
pour certains depuis le début de la saison, puisqu'ils sont passés par les tours préliminaires de l'Europa League, et donc parfois des changements forcés. Mais parfois, on a, c'est vrai, l'impression que aussi bien au niveau tactique, il cherchait son dispositif, et aussi bien au niveau des joueurs, je prends l'exemple du numéro 9, il cherchait constamment, sans installer jamais un seul joueur et lui laisser le temps de s'installer. Mouleka s'est vite blessé, Oularé est blessé une fois sur deux, malheureusement pour lui. Avenatti est hors forme, donc à un moment aussi, bon, il faut voir les circonstances. De nouveau, il faut peser le pour et le contre, et c'est ce que va devoir faire à un moment la direction en disant est-ce que c'est plus de la malchance et les circonstances et le nombre de matchs qui font ça, ou est-ce que c'est vraiment la gestion collective et individuelle? Est-ce qu'il ne ressort pas assez du potentiel de cette équipe? C'est tout le rôle de cette direction qu'ils vont devoir faire et faire leur introspection par rapport à ce qu'ils ont donné comme ingrédient. Bon, voilà pour ce débat que l'on va arrêter là. Rajouter cela au fait que est-ce que ça ne va pas coûter trop d'argent au Standard de se séparer de Philippe Montagnier? Il y a ça aussi, les dessous des contrats, on ne les a pas. Pour résumer la situation, doit-il rester au Standard ou non, Philippe Montagnier? Thomas, oui ou non? Moi, je lui laisserai encore un peu de temps. Vous l'avez dit, situation financière compliquée du club. Il va y avoir maintenant ici une période où ils vont pouvoir un petit peu plus reprendre leurs esprits, se recentrer sur les corrections à faire. Peut-être l'un ou l'autre réglage au niveau transfert, mais là aussi, il faudra qu'il y ait des sortants pour qu'il y ait des rentrants. Mais voilà, moi je n'irai pas déjà jusqu'à le changer. Très bien, merci pour cet avis aussi Thomas. On va regarder tout ce qui nous attend une nouvelle fois ce week-end, le récap de tous les matchs que vous n'allez pas rater, j'en suis sûr, avec Club de Bruges, Eupen, avec toujours ce point d'interrogation. On aura la confirmation prochainement. Bon, exceptionnellement, Eleven Corner, c'est le mercredi. Généralement, on a plus d'infos le jeudi. Bien, c'est comme ça, demain, c'est le réveillon. On en profitera aussi en comité restreint, bien sûr. Prenez soin de vous et respectez les mesures. Il y aura Zulte, Cercle de Bruges, Courtrai la Gantoise, OHL Ostende, Standard Saint-Tron, Antwerp Charleroi dimanche, Genk Waasland Beveren, Genk qui pourrait récupérer aussi la tête, qui a toujours un match de moins que le club de Bruges. Il y aura Anderlecht, Beerschot et Malines Moukron. Voilà Thomas, c'était dense cette dernière de l'année. Oui, il y a beaucoup de choses à dire et puis il y a des embouteillages partout dans ce classement en fait, et quand on se rend compte qu'un club comme Gand, qu'on croyait définitivement hors course, se retrouve à 3 points de l'Antwerp, qu'on disait favori au titre. C'est vous dire... la folie de cette année 2020. Je disais la dernière de l'année, puisque la dernière, ce sera le 30 décembre, une émission un petit peu spéciale sur laquelle on reviendra justement sur l'année écoulée. Donc un Eleven Corner spécial la semaine prochaine. En attendant, on est disponible sur le site d'Eleven Sport. On est disponible aussi sur YouTube. N'oubliez pas, les petits partages, ça fonctionne toujours. Et puis n'oubliez pas d'aller mettre vos souliers sous le sapin. On peut vous souhaiter quoi, vous, sous le sapin, Thomas? Tout simplement de bonnes fêtes en famille. Bon, prudent aussi. Et on se retrouve en forme pour la suite. Nous, on espère que le football pourra se poursuivre. Et moi, ce que je mets en dessous du sapin, vous ne le voyez pas, mais c'est plein de supporters dans les stades d'ici peu. À très bientôt, prenez soin de vous et d'excellentes fêtes de Noël. Ciao, ciao.